Merci de nous recevoir chez vous. À ce magazine, nous parlons d'abord d'entrée de jeu d'une information capitale, une information qui est tombée comme une chape de plomb, parce que l'information en valait la peine. L'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis et 1 an ferme, ainsi que son avocat et un haut magistrat de la République française. Reportage Charlotte Abdoulaye. La Cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation de première instance de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes. Une même peine principale de 3 ans de prison, dont un ferme aménagé en détention à domicile sous bracelet électronique a été prononcée ce mercredi 17 mai 2023 contre l'ancien président, 68 ans, reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence. Comme ses co-prévenus, son ami l'avocat Thierry Herzog, 67 ans, et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert, 76 ans. Dans son arrêt, la Cour d'appel a ajouté une interdiction de droit civique de 3 ans à l'encontre de Nicolas Sarkozy et de Gilbert Azibert, ainsi qu'une interdiction d'exercer la profession d'avocat durant la même période pour Thierry Herzog. Décision de justice très contestée par l'avocate de Nicolas Sarkozy. Cette décision-là me semble stupéfiante. Elle est critiquable, contestable, en droit, en fait. Et nous ne lâcherons pas ce combat-là, qui est un combat juste, face à une décision particulièrement inique et injuste. Une sanction inédite pour l'ex-homme fort de la droite, présent dans la salle d'audience au prononcé de la décision. Il est le premier ancien président condamné à de la prison ferme. Jacques Chirac, avant lui, s'étant vu infliger en 2011 2 ans de prison avec sursis dans le dossier des emplois fictifs de la ville de Paris. Nicolas Sarkozy n'a eu de cesse de clamer son innocence, affirmant à l'ouverture de son procès en appel être venu défendre son honneur bafoué et assurer n'avoir jamais corrompu qui que ce soit. Cette décision de la Cour d'appel était très attendue, alors que le parquet national financier vient de requérir le renvoi de l'ancien chef de l'État dans un autre dossier, celui sur le financement libyen présumé de sa campagne présidentielle de 2007. C'est de cette enquête que l'affaire des écoutes trouve son origine. Les juges avaient décidé de brancher les lignes téléphoniques de l'ex-chef d'État en septembre 2013. Ils découvrent en 2014 l'usage d'une nouvelle officieuse ouverte sous l'alias Paul Bismuth, dédiée à ses échanges avec son avocat. Et selon l'accusation, les conversations ont révélé l'existence d'un pacte de corruption avec Gilbert Azibert. Ce dernier étant accusé d'avoir œuvré en coulisses pour peser sur un pourvoi en cassation formé par Nicolas Sarkozy visant à faire annuler la saisie de ses agendas présidentiels réalisés en marge de l'affaire Bettencourt en échange d'un coup de pouce pour un poste honorifique à Monaco. Dans ce magazine, nous allons évoquer plusieurs sujets. Nous irons au Botswana, nous irons au Tchad, nous parlerons de nombreux sujets, surtout de politique. Mais une politique dont un jeune se démarque. En Côte d'Ivoire, il a une vision très novatrice, une vision surtout qui repose sur la paix. On en parlera dans cette émission, restez les nôtres. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, les lampions sont éteints sur ce 11e sommet où on n'a parlé que de sécurité. Sous la houlette du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Le 11e sommet des forces terrestres africains a fermé ses portes à Abidjan. Ce sommet fut l'occasion de relever les défis de la sécurité grâce à des partenariats. Les États-Unis ont décidé d'apporter leur aide à la Côte d'Ivoire. Ainsi donc, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, son Excellence Téné Birahima Ouattara, peut être fier de la réussite de ce sommet. Un sommet à travers lequel il y aura eu de nombreuses promesses et des engagements. Reportage Muriel Kwaku. Le 11e sommet des forces terrestres africaines, ouvert le 8 mai 2023 à Abidjan, referme ses portes. Relever les défis de la sécurité grâce au partenariat civil-militaire est l'axe sur lequel les participants du 11e sommet des forces terrestres ont poussé leurs réflexions. Au terme de ce sommet, la Côte d'Ivoire a voulu apporter sa contribution à la réflexion prospective d'acteurs militaires sur des préoccupations sécuritaires communes. Les travaux sont achevés et les recommandations sont optimistes. Et notre objectif, bien plus mesurable immédiatement, a été atteint. Celui de constituer un réseau d'affinité et de fraternité d'armes
entre chefs militaires d'Afrique. Les États-Unis, par le biais de son ambassadeur en Côte d'Ivoire, a émis sa volonté d'apporter son aide à la Côte d'Ivoire pour garantir la paix et la stabilité pour la diplomate américaine. L'action militaire appuyée par des actions de développement constitue un moyen efficace pour lutter contre le terrorisme. Au final, le rendez-vous d'Abidjan aura permis d'atteindre les résultats suivants. Créer un cadre d'échange et d'expérience. Mettre en place un réseau d'échange entre acteurs. Renforcer la fraternité d'âme entre les nations participantes. Ce 11e sommet des forces terrestres africaines à Abidjan a montré la nécessité pour les États de réadapter leur stratégie, ceci à travers une approche globale et multilatérale de la lutte contre le terrorisme en prenant en compte tous les acteurs, entre autres les militaires, les populations ainsi que les organisations de la société civile. Après la Côte d'Ivoire, nous allons au Botswana, ce pays d'expression anglaise, dans lequel le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu pour une visite d'État de 3 jours. Le Botswana, pays d'Afrique australe, est de nos jours un modèle de réussite grâce à la meilleure gestion de sa plus grande réserve de ressources minières, dont le diamant. Un pays qui a décidé aujourd'hui de montrer qu'en Afrique, on sait faire des choses et on sait bien faire des choses. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le Botswana est un pays enclavé de l'Afrique australe. Il est aujourd'hui un modèle de réussite, succès obtenu grâce à son énorme réserve de diamants qui stimule le développement de ses infrastructures. Ce miracle botswanais fait des émus. Arrivé dans la capitale botswanaise pour une visite d'État de 3 jours, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, voudrait s'inspirer du Botswana pour relancer l'industrie du diamant en République démocratique du Congo. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli au bas de l'échelle de Coupé par son homologue du Botswana, son Excellence Mokgweetsi Masisi, honneur militaire, revue des troupes. Après les salutations des corps constitués, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris une minute pour admirer les talents du folklore botswanais et ses danses particulières. Après l'aéroport, le cortège du président de la République démocratique congolaise rendu au palais présidentiel Gaborone, où il a été reçu par son Excellence Mokgweetsi Masisi, président de la République du Botswana. Chaleureuse poignée de main, tour du propriétaire. Les 2 autres se sont retirés pour un entretien. Des questions de renforcement des liens de coopération dans plusieurs domaines, notamment dans le secteur minier, étaient au centre de leur entretien élargi en format bilatéral. Un moment historique transcrit dans le livre d'or par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Après ces échanges, les 2 chefs d'État ont animé une conférence de presse. Prenant la parole en premier, son Excellence Mokgweetsi Masisi, président de la République du Botswana, a fait des éloges à son invité de marque qu'il considère comme le meilleur président de la communauté de l'Afrique australe pour sa vision d'une Afrique intégrée et développée. Il a aussi exprimé toute sa volonté de renforcer la coopération avec la République démocratique du Congo dans le secteur de l'agriculture, la gouvernance, l'éducation ainsi que la gestion des ressources naturelles. Pour sa part, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dit avoir eu des échanges fructueux avec son Excellence Mokgweetsi Masisi, président de la République du Botswana. Des échanges de nature à lancer les progrès dans les relations entre les 2 pays. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, visitera la mine Joanen, située à 150 km de Gaborone. En sa qualité de président en exercice de la SADC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo consacrera cette journée à une séance de travail au siège de la SADC. Ça fait plaisir de voir comme ça nos chefs d'État africains qui collaborent, ces pays qui décident d'entretenir des relations fructueuses pour le bonheur de leurs diverses populations. Nous allons quitter ce pays d'expression anglaise, le Botswana, pour le Tchad. Le Tchad, où le président Mahamat Idriss Déby Itno n'est pas de tout repos. Son agenda est pratiquement chargé. Il a décidé sans conférir, sans s'exprimer. C'est quelqu'un qui parle peu mais qui agit pour apporter le bonheur à ses populations tchadiennes. Le président de la transition tchadienne, le général Mahamat Idriss Déby Itno, est allé échanger avec les forces vives du Bahr el-Ghazal. Cette rencontre s'est effectuée dans le grand pavillon de la résidence présidentielle de Moussoro. Les habitants de cette province, située aux portes du désert et vivant des situations et difficultés énormes, ont salué la visite du président de la République.
C'est un président de la République soucieux du bonheur de ses populations, soucieux même du devenir de l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, il y a comme un phénomène un tout petit peu de prise de conscience réelle de nos leaders et de nos chefs d'État africains. Le Tchad, reportage Raoul Sankoué. Quelques heures après son arrivée à Moussoro, le président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a échangé avec les représentants des différentes couches socio-professionnelles de la province du Bahr El Ghazal. La rencontre a eu lieu au grand pavillon de la résidence présidentielle de Moussoro. Elle a permis d'échanger sur la marche du pays et des difficultés qui freinent le développement de la province. Ce sont plusieurs centaines de personnes, autorités, cadres, représentants de toutes les corporations de la population ghazalaise qui ont rencontré le chef de l'État tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Elles sont venues écouter son message et exprimer leur doléance. Doléance présentée au début de la rencontre par le gouverneur, le général Loum Inaïssou Leina. Il s'est montré direct pour exprimer les attentes de ses administrés dont la situation est décrite globalement de difficile au regard de l'absence des structures sociales de base. Ce constat est partagé par le chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui a fait observer que la province du Bahr El Ghazal, située aux portes du désert, est confrontée à des multiples défis liés au changement climatique qui impactent plusieurs secteurs, notamment la santé humaine et animale, l'environnement, l'agriculture, l'eau, et affectent sérieusement le mode de vie de la population ghazalaise. Énumérant des réponses à ces doléances, le président de la transition a fait des annonces fortes en matière de réalisation d'infrastructures socio-sanitaires de base, lesquelles ont été accueillies avec ferveur. Le bitumage de la route Chadra-Moussoro et la réalisation de 10 km de voirie urbaine dans la ville de Moussoro seront bientôt une réalité car, dit-il, les choses sont plus avancées pour ce qui est de la construction de l'hôpital provincial dont les travaux ont été lancés ce jour au même titre que les ouvrages d'approvisionnement en eau dont le plus emblématique est le Grand Château, d'un volume de 1000 mètres cubes, doté d'un réseau de distribution d'eau long de 20 km, de 29 nouvelles bornes fontaines, 12 autres bornes existantes qui seront réhabilitées. La même célérité sera accordée au projet d'infrastructure sociale et administrative en arrêt faute de paiement, dont le démarrage sera effectif après un audit. L'équipement de 5 centres de santé déjà construits, la fourniture des frigos solaires à 78 structures sanitaires, la construction et l'équipement de 4 nouveaux centres de santé sont également au rang des annonces. Avouant sa sensibilité aux réalités des jeunes Ghazalais, le chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, promet un accompagnement à la hauteur pour valoriser le savoir-faire et booster la participation à l'essor du pays. Dans le souci de la création d'emplois en leur faveur, notamment par le secteur privé, il a annoncé un certain nombre de mesures dont le règlement graduel de la dette intérieure. L'emploi, la santé, l'eau, la formation sont d'autant de secteurs pris en compte, réponse du président de transition désireux de créer les conditions qui font freiner l'aventure, l'orpaillage, le mercenariat ou la rébellion. Il exhorte la population à la vigilance et à stopper certaines pratiques néfastes tendant à saper les efforts entrepris pour maintenir la paix et la cohésion dans cette province. Le respect de l'autorité de l'État, l'arrêt des conflits fonciers et intercommunautaires, ainsi que plus d'équité dans la répartition de tout ce qui est destiné à la province, sont d'autant de prescriptions du chef de l'État dont le souhait le plus ardent est de voir perdurer l'unité retrouvée et la paix dans la province. Il était important de faire un rappel aux nouvelles générations, à ceux de moins de 60 ans, de 50 ans même d'ailleurs, de 30 ans, les plus jeunes, ceux qui ont 18 ans. Il faudrait connaître nos leaders africains. Dans le précédent numéro, vous avez entendu son Excellence Félix Houphouët-Boigny parler, attirer l'attention des pays du Nord il y a 45 ans. Et là, nous allons vous permettre d'écouter le président de la République de Guinée, la Guinée-Conakry. Et vous comprendrez les raisons qui ont retardé ce pays dans son évolution. Le président Sékou Touré dit des choses très importantes. On l'écoute et je vous reviens juste après. Vous attendez quoi de la France maintenant, concrètement? J'entends d'abord définir la disponibilité totale de la Guinée à coopérer sincèrement avec la France dans tous les domaines où il peut être possible d'associer les intérêts de la France et ceux de la Guinée. Par exemple? Je dois vous dire que la Guinée
a des richesses fabuleuses, de potentialités très immenses. On dit d'ailleurs de la Guinée que c'est un scandale géologique. Cela est vrai. Et nous ne verrons aucun inconvénient, au contraire, de coopérer avec la France dans tous les domaines où, par exemple, la valorisation de nos richesses minières et géologiques pourrait l'intéresser. Mais je ne vais pas en France pour cela. Je vais en France pour une mission d'amitié. La France et la Guinée n'ont pas toujours été très faciles, en partie à cause de problèmes humains. Ce que nous appelons en Occident, nous, les droits de l'homme. Que la Guinée, il faut bien le dire, n'a pas toujours respecté... Voilà, la France a toujours respecté les droits de l'homme. Non, on parle de la Guinée, Monsieur le Président. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous avons toujours respecté les droits du peuple et les droits de l'homme. Et je crois que la démocratie, le système démocratique guinéen est en avance sur la plupart des systèmes démocratiques en Europe. Je vous parle en connaissance de cause. Monsieur le Président, c'est vrai qu'il y a eu ici, en Guinée, dans votre pays, une certaine libéralisation depuis 2 ans, mais les rapports d'Amnesty International que vous connaissez continuent d'affirmer qu'il y a plusieurs milliers de prisonniers politiques dans les prisons. Oui, les prisons qui sont dans l'esprit de ces hommes-là. Il y a des témoignages, Monsieur le Président. Témoignages de qui? Des gens torturés, des syndicalistes, des ouvriers. Syndicalistes, lequel? Vous contestez en bloc? Ouvriers qui? Je parle en connaissance de cause. Si vous pouviez désigner un leader sincère qui vienne ici tenir un meeting de la sorte, c'est le peuple qui répondrait à ces messieurs-là. Pas le président de la Guinée. Je n'ai rien à cacher. On en veut à la Guinée pour avoir dit non au général de Gaulle au moment du référendum. La Guinée a assumé ses responsabilités en toute conscience. Et cette situation singulière a été exploitée dans le but d'isoler la Guinée. Sur ce plan, je n'ai de compte à rendre à personne qu'à mon peuple. Et vous savez, le peuple, quelle est sa position à l'égard de son régime. Après avoir écouté le président Sékou Touré, que les plus jeunes ne connaissent pas, que les moins jeunes ne connaissent pas, mais que ceux de ma génération ont presque connu, je dirais. Nous allons au Gabon. Au Gabon, les conseillers membres, désormais appelés les juges constitutionnels, les 9 membres, ont réfléchi. Sous la présidence de Mme Marie-Madeleine Boranto, président de la Cour constitutionnelle du Gabon, et se sont dit comment faut-il faire pour qu'après les scrutins, il n'y ait plus des heurts. D'abord dans nos différents pays et pour le cas d'espèce au Gabon. Ils ont réfléchi et ils ont déclenché un système qui est en train de porter ses fruits, à savoir une campagne de sensibilisation au processus électoral. Ils ont sillonné les 9 provinces du Gabon, ils sont allés même dans des pays où se trouve la diaspora gabonaise. Vous verrez comment ce palais de la Constitution, lorsqu'il a fallu l'étape de l'Estuaire, c'est-à-dire l'étape de la province qui touche Libreville, c'est la province de l'Estuaire, comment est-ce que le monde, le public gabonais, le peuple gabonais a pris d'assaut le palais de la Constitution gabonaise, à savoir la Cour constitutionnelle gabonaise, comme pour dire que le sujet les intéresse. Ils veulent comprendre aujourd'hui et assimiler la constitution gabonaise, comprendre qu'est-ce que c'est la politique et comment est-ce qu'il faut voter. On va écouter le président de la Cour constitutionnelle, mais pour rappeler aux uns aux autres, et surtout en cette année où certains pays connaîtront des élections, soit municipales, régionales ou encore présidentielles. Nous allons tout de suite au Gabon et nous allons sagement écouter le président de la Cour constitutionnelle gabonaise à travers cette campagne de sensibilisation sur le processus électoral. Souvenez-vous, il y a quelques mois, à l'occasion de la rentrée solennelle de la juridiction constitutionnelle pour l'année 2022, dans cette même salle, nous avons prononcé une allocution de circonstances dans laquelle 3 points fondamentaux étaient en bonne place. Le 3e point, c'était la tenue des séminaires de sensibilisation à travers tout le territoire national, y compris les missions
diplomatique, séminaire de sensibilisation sur la matière électorale. Et nous constatons ce matin que c'est une matière qui intéresse tous les citoyens, puisque la salle, ce matin, a refusé du monde. Parce qu'en définitive, notre objectif, c'est de dépassionner le débat politique, c'est de permettre à tout un chacun de connaître quel est son rôle dans ce long processus électoral, parce que le processus électoral, il est très long, il comprend plusieurs phases, et chacun d'entre nous intervient à un niveau ou à un autre. La République est comme un corps humain, et la République gabonaise, elle est là. Dans l'émission du Centre gabonais des élections, c'est inscrit. Eux, ils devraient, puisque les politiques avaient créé cette instance, cet organe en tant qu'organe indépendant et permanent. Permanent. Quand le CGE n'organise pas les élections, quel est son rôle? Ça devrait être de sensibiliser afin que chaque citoyen puisse être à même d'exercer son droit de vote. Mais nous, on a estimé que, comme tout le monde le dit, d'ailleurs dans cette salle, pour tout le monde, c'est la Cour constitutionnelle que l'on voit. Donc on s'est dit, si nous ne nous lèvons pas pour aller vers les populations, vers les citoyens, pour essayer de les aider à comprendre cette matière qui est très complexe, ben, c'est nous les perdants, parce que dans tous les cas, le contentieux va arriver ici et chacun aura beau rôle à dire, c'est la Cour, c'est la Cour, c'est la Cour. Bon, peut-être parce que nous occupons ce bâtiment, il est visible à 10 000 lieues, on le voit, peut-être parce qu'on nous voit plus qu'on voit les autres. C'est peut-être la raison pour laquelle on pense partout que c'est nous qui sommes partout et c'est nous qui devons nous occuper de tout. Le but visé par cette opération pédagogique de sensibilisation ainsi que de vulgarisation est qu'au terme du scrutin, le Gabon s'éloigne de ces lendemains tumultueux faits de heurts et désolation. Vous cassez les urnes, vous violentez les électeurs le jour de l'élection. Vous êtes sujet à scandale, vous corrompez les électeurs, vous vous faites prendre sur le fait et vous êtes poursuivi devant les juridictions. Eh bien, vous pouvez être condamné à l'inéligibilité pour 5 à 10. Ce genre de personne n'est pas digne d'être acteur politique. Parce que l'acteur politique doit être un modèle. L'acteur politique doit inspirer confiance. Quand on regarde et quand on voit tout ce que la Cour constitutionnelle gabonaise a mis sur pied pour qu'au Gabon, les élections se passent dans les meilleures conditions, on comprend que l'Afrique devrait pratiquement, tous nos pays africains, devaient pratiquer ce type de sensibilisation. Pourquoi ? Nos politiques doivent former leurs militants, que nous sommes, et ainsi donc maîtriser les différentes constitutions de ces pays pour que les scrutins se passent toujours normalement et que les vainqueurs soient félicités par les vaincus. Quelque chose a retenu l'attention de toute l'équipe de rédaction de notre chaîne de télévision, ça a été un jeune de par son âge parce qu'il a pratiquement le demi-siècle. Mais il a une vision qui diffère pratiquement des autres dauphins de certains partis politiques africains. Ce jeune, aussi brillant et populaire, a décidé dans son pays, puisque ce sera la Côte d'Ivoire, c'est de la Côte d'Ivoire que nous parlerons dans un instant, a décidé, lui, de focaliser son parti sur la formation de ses militants. Et comme son pays a quand même traversé une très grande crise politique, il a décidé de se lancer dans la recherche de la paix, la consolidation de la paix, de ville en ville, de village en village, de bourgade en bourgade. Alors que son pays en 2023 va connaître des élections législatives et régionales.
C'est ce monsieur que vous voyez à l'instant, monsieur Charles Blé Goudet, président du COJEP. On le voit ici, par exemple, arrivant au dernier congrès du PDCI, ce parti, un des premiers et plus vieux partis de Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudet, complètement adulé par ses pères, ses frères, ses sœurs, comme cette accolade avec Yasmina Ouénien, qui est une figure de pro dans le PDCI RDA. Et quand on voit cette ambiance, on se dit la jeunesse, la relève est assurée en Côte d'Ivoire par des jeunes qui pensent politique et qui ne pensent plus guerre. Et le président Charles Blé Goudet, président du COJEP, a décidé, lui, de plutôt prôner la paix dans un premier temps, l'installation réelle de son parti dans un second temps, et aussi que l'inscription réelle de ses militants, pour ne plus compter sur que de la population, mais compter sur les vrais militants à ces meetings, et ainsi donc ouvrir des horizons meilleurs pour des campagnes électorales. C'est une leçon quand même à retenir. Charles Blé Goudet, le président du COJEP, s'inscrit dans une logique de formation, d'éducation à la politique moderne de ses militants. L'implantation de son parti sur l'ensemble du territoire ivoirien est sa priorité, et aussi privilégiant la paix. La paix qui pour lui est le socle réel de tout ce qui peut faire de la politique ou encore le bonheur de ses compatriotes. Et souhaitant ainsi une attitude responsable des uns et des autres pour une contribution patriotique à la paix en Côte d'Ivoire. Et lors du premier conseil politique à Abidjan récemment du COJEP, Charles Blé Goudet, toute son équipe et les militants, comme vous les voyez, prenant d'assaut cet espace qui ne recouvrait que 1000 personnes, mais à l'extérieur, il y en avait, il y en avait, il y en avait. Charles Blé Goudet a fait une révélation. Reportage Muriel Kouakou. Comme un coup de tonnerre, le dimanche 14 mai 2023 s'est tenu dans l'auditorium d'un hôtel à Cocody, Abidjan, qui aura refusé du monde, au vu de ses 1000 places assises, le premier conseil politique du COJEP. Ce refus de participer aux élections locales n'obéit qu'à une démarche salutaire de préservation de la paix retrouvée en Côte d'Ivoire, ce qui montre à souhait la maturité politique du président du COJEP, M. Charles Blé Goudet, et sa vision de former ses militants à la chose politique. Considérant que le but que s'est assigné le COJEP dès sa création est de proclamer son attachement à la philosophie de non-violence et affirmer son engagement aux idéaux de paix, d'égalité, de liberté et d'humanisme, de solidarité et de partage. Le Conseil politique du COJEP 1. Félicite le président Charles Blé Goudet pour sa clairvoyance et son génie politique affirmé dans la définition des objectifs prioritaires du parti. 2. L'exhorte et l'encourage à préserver avec plus de détermination et de sagesse dans la voie désormais irréversible qui conduit la Côte d'Ivoire dans l'unité et la paix. Enfin, 3. Réaffirme son indéfectible attachement et son soutien ferme au président Charles Blé Goudet dans son engagement à sortir définitivement la Côte d'Ivoire des conflits politiques et à la conduire inexorablement sur le chemin du développement et de l'espérance promise à l'humanité. Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le COJEP, parti fondé par M. Charles Blé Goudet, ne sera donc pas de la partie aux prochaines élections municipales et régionales, couplées du 2 septembre 2023. Si la priorité à double vitesse du COJEP est la consolidation du parti sur toute l'étendue du territoire ivoirien et dans la diaspora, ainsi que la démarche pour une paix durable et non une démarche électorale, et amplifiant que le COJEP ne présentera pas de candidat, mais continuera de mener à travers toutes les régions sa campagne de paix et réconciliation nationale afin de recoudre le tissu national fissuré. Je voudrais saluer les camarades responsables du COJEP en leur rang grande qualité pour leur engagement, pour leur détermination et pour le travail acharné qu'ils font sur le terrain. Merci pour votre mobilisation depuis 12 ans que vous étiez orphelins. Et comme je vous l'ai dit, depuis le 26 novembre, vous n'êtes plus orphelin parce que je suis là. Que retenir au terme de ce conseil politique?
au niveau de l'environnement politique national, notre pays n'est pas comme les autres. D'abord parce que c'est un pays qui compte beaucoup pour la sous-région et pour l'Afrique. Deuxièmement, c'est un pays qui sort des crises et qui cherche à penser les plaies qui ont été laissées par les différentes crises électorales qui ont secoué la Côte d'Ivoire et qui ont causé beaucoup de morts. De ce point de vue, notre mission que le Conseil nous a confiée est de recoudre ce qui a été déchiré. Nous nous mettons donc en mission de paix dans notre pays. Parce que personne ne peut nous convaincre que la denrée dont la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui n'est pas celle de la paix. De ce point de vue, l'objectif premier du COJEP et sa priorité n'est pas une démarche électorale. C'est une démarche de recherche de paix. Pour rassembler de nouveau les Ivoiriens. Telle est la mission que le Conseil politique vient de me confier. Ce que nous voulons construire, nous, c'est la paix dans l'esprit des Ivoiriens. Et c'est à cela qu'au sortir de ce Conseil, je vais m'atteler. C'est pourquoi nous n'aurons pas de candidats, sous quelque forme que ce soit, aux élections municipales et régionales à venir. Le COJEP, par la voix de son président, souhaite que les préoccupations de certaines formations politiques soient plus regardantes sur des projets novateurs pour le quotidien des Ivoiriens que le contrôle de la Commission électorale indépendante, la CEI. Ça fait plaisir comme ça d'écouter et de voir comment un président d'un parti, aussi jeune soit-il, et surtout avec tout ce qu'il a traversé, décide comme ça dans son pays, alors que nombreux se seraient lancés tout de suite dans cette élection municipale ou encore régionale, mais de dire à ses partisans, non, nous n'y allons pas. Nous allons d'abord mettre un accent sur la réconciliation nationale. Nous irons d'abord prôner la paix, un peu partout. Et nous allons asseoir notre parti sur le territoire national, et pourquoi pas au-delà, voire dans la diaspora. C'est avec ce reportage sur le COJEP de M. Blé Goudé que nous allons vous présenter le grand format. Tout en remerciant les installations du magasin Orca à Abidjan, regardez tous ces beaux meubles, c'est notre partenaire officiel, ce partenaire qui vous permet comme ça de vous rendre dans ces installations et de profiter de ces très très beaux meubles qui pourront ainsi agrémenter votre domicile. C'est avec ces images que nous allons tout de suite vous parler du grand format qui est accordé à un politologue, professeur de l'université, écrivain. C'est quelqu'un qui nous a accordé une interview il y a quelques années de cela, mais où il parlait aussi de la jeunesse. Il a décrit un peu ce qu'il a fait pour l'Afrique, il a décrit de nombreuses choses. On lui a même demandé pourquoi est-ce qu'il ne serait pas présidentiable. Vous écouterez sa réponse dans ce grand format. Restez les nôtres dans ce magazine d'information politique consacré à l'Afrique et diffusé sur 3 médias internationaux, à savoir CNN, NTV et C-Direct. A tout de suite. Dans cette émission que nous accorde gentiment, et ça c'est notre grand plaisir, c'est tout un honneur, on lui sera énormément reconnaissant, le professeur Jean-Emmanuel Pondy, cette émission a 2 articulations. La première est celle que nous venons d'achever, la deuxième est basée sur l'abécédaire confidentiel de notre invité. Professeur, dans cette deuxième partie, les questions vont être tirées des lettres de l'alphabet. Nous allons commencer par la lettre A. A comme Afrique. Qu'avez-vous fait pour l'Afrique, professeur? Et comment voyez-vous le développement de notre Afrique? 2 questions en une. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour l'Afrique? Un cuisinier ne peut faire que sa cuisine. Hein. Donc, est-ce que j'ai suffisamment formé des générations d'Africains à une conscientisation de leur place et de leurs possibilités, de leur potentiel? Est-ce que j'ai mis toutes mes énergies à produire, entre guillemets, des Africains qui soient fiers d'être Africains et qui n'ont pas de complexe où qu'ils soient dans le monde? Parce que c'est ça. Quand vous êtes à l'Institut des Relations internationales du Cameroun, normalement, vous avez à vous frotter
aux cervelles de toute la planète, que ce soit à New York, aux Nations Unies, que ce soit à Bruxelles, à l'Union européenne, que ce soit naturellement à Addis Abeba, à l'Union africaine. Et ce que je retiens de toutes ces formations, c'est qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait pour que nos envoyés, nos émissaires, soient à la hauteur de la tâche. Donc je pense que nous avons fait ce travail-là. Est-ce bien fait ou pas? Je pense qu'on ne peut pas être juge et parti. On va arriver sur la lettre B. B comme bonheur. Êtes-vous heureux? Tout à fait. Autant qu'on peut l'être. Je veux dire qu'on n'est jamais à 100% heureux. Mais si vous êtes à 70%, c'est déjà beaucoup. Et que signifie le bonheur pour quelqu'un comme vous? C'est d'être en phase avec soi-même, d'être en paix avec soi-même, de pouvoir dormir la conscience tranquille. Ayant été, par exemple, directeur de l'IRIC, je puis dire que aucun Camerounais ne peut se présenter devant moi, dire que je lui ai demandé 1 franc. Et depuis que j'ai commencé à travailler, je n'ai jamais servi le public en retour ou en réclamant la moindre contrepartie. Et je pense que en cela, je peux le dire et je sais que personne ne viendra me contredire. Donc je dors tranquillement. C'est aussi pour ça que vous êtes notre invité dans cette émission à bâton rompu. C'est comme culture, la musique faisant partie de la culture. Aimez-vous la musique? Bien sûr, bien sûr. Bon, quand j'étais jeune, j'étais dans un orchestre du lycée, bien sûr. Donc, j'aime bien la musique. D comme Dieu. Est-ce que Dieu existe pour le professeur Jean-Emmanuel Pandy? Naturellement que oui. Pour moi, un chrétien ou un croyant, ce n'est pas quelqu'un qui va tous les jours à l'église et qui se comporte en tyran, en une sorte d'ogre vis-à-vis de ses semblables. Pour moi, quelqu'un qui croit en Dieu, qui croit en la rédemption, c'est quelqu'un qui, au jour le jour, le prouve dans la vie quotidienne avec ses semblables. On n'a pas besoin de se déclarer chrétien ou croyant en Dieu. Ça doit se voir dans la manière dont vous traitez votre prochain. Est-ce que vous croyez à la magie? Pas du tout. Pas du tout. J'ai beaucoup de mal à croire à ça parce que je n'ai jamais été dans un contexte ou dans une atmosphère où la magie a quelque considération que ce soit. J'ai beaucoup de mal à croire à ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça pourrait exister, mais moi personnellement, je n'y crois pas. Et les sorciers? Non plus. Pour moi, c'est pas quelque chose à laquelle j'accorde quelque importance que ce soit. E comme économie. Vous êtes un grand expert en relations internationales. L'Afrique doit-elle avoir peur de la mondialisation de l'économie? Non, mais l'Afrique doit faire très attention aux conditions d'accession dans cette mondialisation, qui risque d'être un marché de dupes. Ou, une fois de plus, elle risque de payer les pots cassés. L'Afrique doit insister sur ce dans quoi elle a ce qu'on appelle un avantage comparatif. Et quels sont ces domaines? Le tourisme, la culture. Or, aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui n'ait marqué la planète qui n'ait pas commencé par la culture. Nous n'avons pas compris cela. Et nous considérons la culture en Afrique comme le parent pauvre, alors que c'est le parent central de toute avancée dans le monde. Regardez, pouvez-vous me citer un pays où il n'y a pas un restaurant chinois? C'est par là qu'il commence. Et après arrivent les acrobates. Et après les acrobates, ce sont les commerçants. Voilà. Une fois que vous êtes acquis dans la manière de penser, on ouvre des centres de civilisation et de langue chinoise. Et après, on peut converser avec vous ou alors échanger avec vous. Les Africains n'ont pas compris cela. Nous sommes dans un mode où nous attendons qu'on nous donne. Nous ne comprenons pas que nous avons tout à donner également et dont le monde attend que les fabuleux trésors de l'Afrique soient maîtrisés par l'Afrique et partagés dans le monde. F comme famille. Il paraît, professeur, que derrière chaque grand homme, il y a 2 femmes. Sa mère et son épouse. Oui. Quelle place a la famille dans votre vie? Une place centrale, parce que si la famille ne vous offre pas le contexte de sérénité, le contexte de convivialité nécessaire, vous ne pouvez rien produire des fruits de l'esprit, c'est évident. Donc moi je rends hommage à mon épouse chaque jour, et d'ailleurs dans la plupart de mes ouvrages je le fais, parce que c'est grâce à elle que je peux avoir le cadre idoine
pour pouvoir réfléchir profondément, et ceci quasiment tous les jours. Et puis, bien sûr, ma mère, à qui je rends également hommage. Et on arrive à la question G, générosité. Êtes-vous généreux? Je ne peux pas moi-même me qualifier. Ce serait à la fois immodeste et malvenu. Mais croyez-vous être généreux? J'aide autant que je peux. C'est déjà important. Dans la mesure de mes moyens, je n'hésite jamais à le faire. Et que pensez-vous de la solidarité africaine? Je pense que c'est une très bonne chose qui explique pourquoi l'Afrique est encore debout. Parce que si vous prenez les paramètres occidentaux, l'Afrique ne peut pas exister. H comme humour. Je présume que dans les responsabilités qui ont toujours été les vôtres, on ne rit pas tous les jours. Mais pouvez-vous nous dire ce qui vous a le plus fait rire? Bon, c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion tout le temps de rire. Mais bon, je pense qu'il faut trouver l'humour là où peut-être beaucoup ne le voient pas. Mais notre travail n'est pas vraiment de travailler sur l'humour. Hein. C'est pas tellement ça. Bon, il y a des humoristes que je trouve très très bons au Cameroun. Moi, j'aime beaucoup Narcisse Kokam, par exemple. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très subtil et qui a un humour fin. I comme Internet, professeur. L'économie numérique née de l'Internet est devenue la première économie. Son chiffre d'affaires, c'est plus de 60 milliards de dollars, soit près d'un quart de siècle de budget pour toute l'Afrique, tout le continent africain. Une somme à laquelle l'Afrique ne contribue pratiquement pas, car l'économie numérique est encore une vue de l'esprit dans la plupart des pays d'Afrique, qui semblent se contenter de donner une attribution de plus au ministère chargé des télécoms. Que pensez-vous que le Cameroun doit faire pour qu'il en soit autrement? Je pense que le Cameroun et les pays africains en général doivent accepter que là où vous n'avez pas d'électricité, vous ne pouvez pas parler d'Internet. Et ça veut donc dire qu'il faut que ces fondamentaux soient présents. Et l'électricité hydraulique n'est certainement pas la source la plus logique. La source la plus logique, c'est le solaire. Parce que le plus grand ensoleillement de la planète, c'est en Afrique. Pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas qu'il faille développer cet aspect et ainsi dans tous les villages, vous auriez de l'énergie électrique? Parce que ce n'est pas simplement les villes qu'il faut connecter. Il faut connecter des villes moyennes, mais surtout les villages où se fait l'agriculture. Il faut que les commerçants, comme l'a prouvé le Kenya et d'une certaine manière l'Ouganda, il faut qu'ils puissent vendre leurs produits dans le monde entier juste en appuyant sur des boutons. Donc je pense que l'énergie électrique est la condition sine qua non pour parler avec sérieux de la connexion Internet fiable. On arrive naturellement à la lettre J. Les jeunes, c'est pratiquement 70% de notre population. Et vous êtes enseignant. Qu'attendez-vous réellement de la jeunesse? J'attends qu'on leur dise certaines vérités et qu'on ne les caresse pas dans le sens du poil. Qui aime bien, châtie bien, dans le sens où il vous dit ce qu'il pense être la vérité. La jeunesse, ce n'est pas suffisant de la qualifier de fer de lance de la nation, ce qui est vrai, mais ça reste un slogan. Si elle n'est pas formée pour assurer une relève positive. Et donc pour moi, il y a plus de 500 millions de jeunes qui ont moins de 18 ans aujourd'hui. Aucun autre continent ne peut vous donner cette statistique. Ça veut dire que l'Afrique est effectivement le continent du futur. Puisque en matière de ressources humaines, c'est nous qui sommes le continent du futur. Maintenant, la jeunesse peut devenir un moteur de croissance ou un boulet qui empêche et qui rend la croissance quasiment impossible. Où se situe la marge entre les deux? C'est la formation. Oui, il faut que la formation soit une formation adaptée aux besoins réels et non pas une formation théorique qui entraîne les jeunes à avoir des diplômes caducs qui ne servent à rien. Il faut vraiment revoir tout le système, c'est ce qui est en train d'être fait maintenant, pour que ce système éducatif sorte des personnes dont les capacités correspondent aux besoins du marché de façon réelle. Et je pense que ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est qu'il faut dire à la jeunesse que rien ne se fait dans le laxisme
la proximation et le goût du lucre. Il faut le lui dire. Ceux et celles qui ont réussi ont toujours transpiré, toujours travaillé. Et ce que vous voyez comme la facilité n'est que facilité apparente. Quand on vous voit faire votre émission, c'est parce que vous avez des milliers d'heures. Et c'est cette quantité de travail qui donne l'apparence de facilité. Mais cette facilité, elle est une fausse facilité. Elle est basée sur un travail régulier, substantiel et systématique. Il faut que nos jeunes apprennent à travailler et n'attendent pas des entreprises, qu'elles soient des entreprises philanthropiques. Ça n'existe nulle part au monde. Si vous ne savez rien, personne ne va vous engager et ce sera tout à fait justifié. Quand vous avez de la substance, c'est ce que je dis aux jeunes, quand vous avez de la connaissance, quand vous maîtrisez votre domaine, parce que vous vous y êtes attelé, tout le monde va vous courir après, y compris au Cameroun. Merci, professeur. Et je crois que la jeunesse est édifiée, la jeunesse la comprend mieux, et surtout mon caméraman Joël, lui qui n'a que 22 ans, mais déjà qui est très brillant. Et je n'arrête pas de lui dire exactement ce que le professeur dit, et ça fait plaisir qu'il soit là en train d'écouter comme des millions de jeunes Camerounais, des gens en particulier, et puis ceux de l'Afrique aussi, qui regardent avec beaucoup, je crois, beaucoup d'attention et beaucoup, je dirais, d'appréciation même d'ailleurs, cette émission, et c'est un plaisir pour nous de vous avoir. On retrouve le professeur Jean-Emmanuel Pondu juste après. K comme Kadhafi. Que voulez-vous que l'on retienne de la vie et de la mort de cet homme, professeur? Pour avoir fait une recherche, je pense, assez approfondie sur le personnage, je dirais qu'il est à deux faces. La face sur laquelle l'Europe s'est concentrée pour finalement l'éliminer, c'est sa face de dictateur politique et d'intransigeant sur le plan des idées qui n'étaient pas les siennes. Il n'acceptait pas la contradiction. Et cela est vrai. Il ne s'agit pas ici de masquer la vérité. Mais l'autre face de Mouammar Kadhafi, ça a été celle d'un investisseur dans l'Afrique et en Afrique. Entre 2000 et 2010, 120 milliards de dollars ont été dépensés par la Libye en Afrique. Personne n'a fait cela, y compris les organisations internationales. Et nous ne pouvons pas accepter par conséquent qu'on nous demande de le condamner, non pas par rapport à son rapport avec l'Afrique, mais par rapport aux choses qu'il a faites et qui, je le répète, sont condamnables vis-à-vis de l'Occident en général. Et c'est du mépris, pour moi, que de dire que vous devez faire fi de vos intérêts pour toujours vous aligner derrière les nôtres, quelle que soit la situation. Elle comme loisir. Est-ce que vous avez le temps de faire autre chose que votre travail d'universitaire? Tous les 2 jours, je vais courir, par exemple. Je fais du sport. Je lis beaucoup, mais pas nécessairement la science politique. J'essaie quand même de lire autre chose parce que ce qu'on reproche à beaucoup de personnes, c'est d'être bons dans leur domaine, mais totalement obtus dans toute autre chose. Moi, j'aime être ouvert au monde, être ouvert à d'autres civilisations, être ouvert à d'autres modes de pensée, parce que j'estime que la diversité est une richesse. Je n'ai pas peur de ce qui est différent de moi. J'estime que ce qui est différent est un enrichissement quand c'est vu positivement. Et par exemple, en Afrique, au Cameroun, nous avons 250 groupes ethniques et langues. Je dis bravo. M comme modèle. Un de mes aînés dit que 7 milliards d'individus qu'il y a sur la Terre, il n'y a presque personne à admirer. Pour vous, quel est votre modèle? Moi, je serais plutôt dans la vague inverse de votre... la personne que vous avez citée. Oui, un de mes brillants aînés, que j'aimerais bien vous avoir tous les deux sur un plateau, un de ces 4. Non, je pense qu'il faut avoir des modèles, justement, parce que, sauf à dire qu'on n'a pas besoin des expériences des autres pour croître, pour grandir. Vous en avez un modèle? J'ai plusieurs modèles. Un modèle déjà, positif. Pour moi, quelqu'un comme Nelson Mandela est une icône planétaire. Et Kwame Nkrumah? Également, mais Kwame Nkrumah a fait une erreur stratégique. C'est de penser que on peut s'en sortir dans le terrain politique avec simplement des discours. Et Kofi Annan? Kofi Annan, pour moi, est le meilleur secrétaire général des Nations Unies à date. Parce qu'il a réformé les Nations Unies. N comme négritude. Quelle est la place de la négritude pour vous? Pour moi, la négritude est un sursaut culturel. C'est un cri
protestation, c'est un cri d'alarme contre le mépris, contre le refus de citoyenneté du monde qu'on a asséné aux Africains ou aux descendants d'Africains. Donc je mets ça dans un contexte d'abord culturel, qui a eu dans les années 30, naturellement, son pic, c'est-à-dire le moment le plus saillant, mais aujourd'hui peut-être d'autres problématiques s'imposent à l'Afrique. O comme ONU. L'Afrique court toujours après un poste de membre permanent du Conseil de sécurité. À 55 voix discordantes qui individuellement ne pèsent rien, peut-on un jour faire entendre la voix d'1 milliard de personnes, professeur? Pour moi, ça ne sert à rien de courir derrière la nécessité de s'asseoir au Conseil de sécurité si les conditions de ce siège et la vitalité de ce siège ne sont pas définies. Je suis presque convaincu que les choses ne changeront pas. Pourquoi? Parce que c'est en 1974 que pour la première fois, on a mis un comité de transformation du Conseil de sécurité pour une meilleure inclusion. De 1974 à aujourd'hui, rien n'a été fait. Et je dirais, c'est tout à fait compréhensible. Vous ne pouvez pas demander à des pays qui exercent un certain pouvoir sur la planète de diluer leur propre pouvoir. Alors pour moi, il serait important de reconnaître cela et de créer plutôt des voies de contournement où une puissance alternative serait dévolue aux nouveaux pays émergents, tels l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, le Nigeria et tout cela, où il crée un nouveau pôle de puissance et de pouvoir. Mais je pense qu'il est vain, à mon sens, d'attendre des transformations, parce que d'après la théorie politique que nous appelons la théorie réaliste, on ne pense pas que ce soit envisageable, ou même pensable. Dès le départ, le professeur nous a dit « Je n'ai aucune question taboue ». On arrive à la lettre P, P comme pouvoir. Est-ce que le pouvoir vous intéresse? J'ai du pouvoir. Quand vous arrivez à former, à transformer les êtres humains dans la manière dont ils perçoivent la vie et dont ils vont évoluer dans leur existence, c'est un pouvoir extraordinaire qui n'est pas donné à tout le monde et pour lequel il faut être très conscient et justement le prendre très au sérieux. Pour moi, il n'y a pas meilleure confiance que d'être face à une jeunesse dont vous avez la responsabilité de la formation. Je ne sais pas pourquoi est-ce que... Les gens se focalisent sur notre pouvoir. Il y a plusieurs types de pouvoirs. Vous avez des pouvoirs industriels, vous avez le pouvoir technologique, vous avez le pouvoir des médias. Tout à fait. Donc il y a plusieurs... Et je crois que c'est la conjugaison de tout ça qui fait une société qui fonctionne bien. On l'a compris, professeur, dès le début de cette émission, que vous avez effectivement la très bonne manie. D'ailleurs, c'est votre rôle, hein, et puis c'est tout à fait normal pour vous de pouvoir avoir ce type d'approche. Mais là, dans ce cas d'espèce, le pouvoir est le pouvoir de la présence de la République du Cameroun. Est-ce que cela vous intéresse, avec tout votre savoir, de diriger un jour le Cameroun? Vous savez, je crois que chacun a son destin. Et nul ne peut se soustraire à son destin. Si vous êtes croyant, si vous croyez en Dieu, je crois que tout se met en place pour que ce qui doit vous arrive, dans un sens comme dans l'autre. Mais ce que nous devons faire, ce dont nous avons la responsabilité, c'est de très bien faire ce que nous devons faire. Et c'est ça en quoi je crois. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on vous demande de balayer une rue, vous n'êtes pas en mesure de le faire, mais vous voulez être le patron des gardiens, des balayeurs de rue. C'est pas possible. Donc je crois qu'il faut d'abord prouver, là où vous êtes passé, que les témoignages soient concordants et positifs. C'est cette responsabilité que nous devons assumer. Je suis au regret de dire qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne font pas ce à quoi ils doivent s'occuper, mais plutôt sont focalisés sur d'autres qu'ils ne choses. sauront même pas faire. Voilà. Donc je ne crois pas beaucoup à cette logique. Ce que nous écrivons aujourd'hui, qui sait ce que ça sera dans 50 ans? L'homme politique n'a pas cette installation dans la durée et dans le temps. Parce que peut-être dans 50 ans, ce que nous écrivons, ce sera au cœur des besoins
de la société de ce moment-là. Et vous aurez donc fait un legs que aucun de vos contemporains ne pouvait imaginer à ce moment-là. C'est pour ça que je crois qu'il faut prendre au sérieux ce que nous faisons. Le pouvoir, il est pluriel, il est multidimensionnel. Mais ce qui doit le caractériser, c'est la quête vers l'excellence de ce que vous faites. Et quand vous le faites, inévitablement, vous allez laisser des traces. La question que moi je me pose, c'est pas celle de mon pouvoir à moi, mais c'est du pouvoir de rendre une société meilleure en la quittant que quand vous l'avez trouvée en y entrant. Pour moi, c'est ça. Professeur, nous souhaiterons que vous parliez à l'Afrique, à la jeunesse, et ce sera votre dernier mot dans cette émission. Les non-africains sont davantage portés à la lecture que nous. Or, pour moi, la plus grande maladie dont souffre le continent, ce n'est pas nécessairement le VIH ou le paludisme ou la tuberculose, qui sont des maladies importantes dont il faut s'occuper avec beaucoup de sérieux. Attention. Ou encore le trop parler politique. Mais la plus grande maladie dont nous souffrons, c'est l'ignorance. Parce que celle-là, elle accélère la gravité des autres maladies. Et moi, j'invoque et j'implore la nécessité de prendre très au sérieux ce qui est écrit. Il faut lire, il faut scruter les écrits, parce que tout est là-dedans. Et la plupart du temps, ceux qui sont nos interlocuteurs en savent plus sur nous-mêmes que nous. Et donc, ils ont un déçu sur les négociations, sur le futur. Et donc, il faut vraiment que nous ayons à cœur d'investir dans la connaissance et le savoir. Non pas comme loisir, mais comme outil stratégique de développement. C'est ce que je voudrais dire. Et c'est vraiment pour ça que je dois dire qu'on doit avoir dans chaque famille une bibliothèque, dans chaque famille un budget d'investissement pour l'acquisition du savoir et des connaissances. C'est comme ça que d'autres peuples ont fait un saut qualitatif et se sont inscrits dans la marche du monde, non pas comme suiveurs, mais comme acteurs centraux. Merci professeur. Merci professeur. C'est moi qui vous remercie. Merci pour cette entrevue que vous nous avez accordée. C'était le professeur Jean-Emmanuel Pondy, notre invité dans cette émission à bâton rompu. Que dire quand on reçoit l'intellectuel, quand on reçoit quelqu'un qui édifie la jeunesse, quand on reçoit quelqu'un qui a pour passion de voir une jeunesse faire un sursaut, un bond qualitatif pour le reprendre. On peut tout simplement être heureux de vous avoir accordé ces quelques moments avec lui et surtout de dire simplement à l'Afrique en général de lire. C'est le dernier mot qu'il faudra retenir de cette interview. Lisez, lisons et faisons lire. Au revoir. C'est terminé comme ça pour ce magazine d'information politique hebdomadaire qui vous est proposé sur les 3 chaînes internationales, CNN, NTV et C Direct. Je vous invite à suivre les rediffusions. Au revoir.